Deuxième session de révision à l'approche du baccalauréat. Après l'immunité hier, on continue de potasser les SVT, mais avec la génétique et l'évolution. Cette fois, pas très à l'aise avec le brassage génétique et le processus de la méiose. Besoin d'une piqûre de rappel sur l'hybridation et la polyploïdisation. Perdu dans les mécanismes de spéciation, de séparation et d'extinction des espèces. Pas de problème, on révise tout ça ensemble avec un exercice commenté et résolu à la fin de l'émission. Et on répond à toutes les questions les plus intimes ou les plus improbables que vous ayez en tête pour être sûr de passer votre épreuve de SVT mention France Culture. Révision SVT, génétique et évolution, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour remettre les gènes à l'endroit et les gamètes ensemble, nos deux répétiteurs du jour sont David Guillaume, bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional SVT. Bonjour Laurent Châtre. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes chercheur CNRS à l'Institut Pasteur. Et pour réviser avec nous depuis ce studio 106 de la Maison de la Radio, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui et demain les classes de Terminale S du lycée Notre-Dame à Siennois et du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt qui pourront intervenir tout au long de cette émission pour vous poser les questions qui leur traversent l'esprit et auxquelles vous ne vous attendrez certainement pas. Vous pouvez également, vous aussi, chez vous, nous poser vos questions si vous le souhaitez en direct sur le fil Twitter de l'émission @laméthode-FC. Nous tâcherons également d'y répondre. Pour commencer, eh bien, une partie du programme qui tombe presque chaque année, cette partie génétique et évolution. Quelles sont les erreurs peut-être les plus fréquentes ou en tout cas les difficultés majeures selon vous, David Guillaume, de cette partie du programme de SVT ? Alors, il y a forcément des objets de compréhension qui parfois sont un petit peu plus complexes pour les élèves. Vous avez parlé de méiose, de polyploïdisation, excusez-moi, ouais, même le mot en lui-même est complexe. Alors, parce que derrière, il s'agit de mécanismes qui mettent en jeu des structures cellulaires particulières, on appelle ça les chromosomes, qui portent même de l'information génétique, et il faut arriver à remettre tout ça correctement en place dans l'esprit de chacun. C'est assez long à comprendre. On a commencé à travailler les notions de génétique dès le collège, on les remobilise en classe de seconde, de première, et on continue évidemment en terminale. Et puis pour ceux qui poursuivront après le baccalauréat, des études scientifiques. Alors peut-être ici, il y a une première notion qui est la méiose, que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est en fait un mécanisme cellulaire particulier qui intervient dans le cadre de la reproduction sexuée. C'est-à-dire la reproduction sexuée met en jeu, notamment chez la plupart des vertébrés, l'émission de cellules sexuelles, mâles et femelles, les gamètes. Alors, chez le mâle, les spermatozoïdes, naturellement. Chez les femelles, les ovules. Et chacun de ces gamètes porte, sous la forme de chromosomes, le patrimoine génétique de chacun des parents. La méiose, c'est le mécanisme qui permet la constitution, la formation de ces gamètes. Au départ, dans les structures qui permettent la fabrication de ces cellules reproductrices, chez les mâles, les testicules, les ovaires chez les femelles, il y a des cellules mères des futurs gamètes qui vont subir 2 divisions successives particulières et qui vont permettre la fabrication de ces gamètes. On va revenir dans le détail sur ces processus de méiose, de gamètes haploïdes, diploïdes. Peut-être un mot, Laurent Châtre, de votre regard extérieur. Quelles sont les notions qu'il est important de comprendre dans ce domaine de la génétique et de l'évolution, de bien apprendre, de réviser, de connaître pour arriver serein à l'épreuve ? Alors moi, mon conseil, ce serait plutôt de s'intéresser aux parties brassage génétique, tout ce qui va entraîner justement le maintien de la population génétique. Par exemple, vous avez au cours de la méiose un gros mot qui se produit qui s'appelle le crossing over, qui est la recombinaison au niveau des chromosomes. Et ça va entraîner un brassage génétique. Et c'est très important à garder en mémoire, y compris pour l'examen. En dehors de ça, moi, je suis plutôt intéressé à la partie mutation, duplication des gènes, tout ce qui va entraîner des anomalies dans les génomes et qui va justement entraîner des questions. Alors on va revenir précisément sur ces points-là. Peut-être également un point pédagogique important pour aborder sereinement cette partie du programme si elle tombe le jour du bac, c'est que c'est une partie qui demande des schémas, et faire des schémas en génétique, c'est pas toujours simple, David Guillaume.
Alors, c'est pas toujours simple. Il faut effectivement avoir à l'esprit déjà précisément la consigne. Alors, peut-être qu'on testera tout à l'heure dans un exercice et je proposerai aux élèves un schéma possible. Vous avez raison, hein, les schémas, de toute façon, dans une épreuve du baccalauréat, pour les élèves qui passent les sciences de la vie et de la terre, notamment dans la question, l'exercice 1, hein, qui est une question souvent de synthèse, très souvent des schémas sont attendus, et en particulier en génétique, ils demandent une certaine précision. Je me permets juste peut-être, parce que vous évoquiez ce qui était important, et on peut peut-être aussi se poser la question de ce pourquoi finalement on étudie ça aussi en terminale S. Très bien. Ça a du sens parce que aujourd'hui on s'intéresse quand même de près aux questions de biodiversité, par exemple. Cette biodiversité, elle est fragile, cette biodiversité elle est aussi menacée. Les mécanismes dont on va discuter, reproduction sexuée, mutation, évolution, c'est ce qui contribue à comprendre la biodiversité actuelle, mais aussi la biodiversité passée, et peut-être aussi ce qui affecte aujourd'hui notre biodiversité. Donc pour les futurs citoyens qui sont devant nous, cette partie du programme, elle a vraiment du sens au-delà des contenus même scientifiques. Et par ailleurs, on sait que souvent les sujets du bac sont en lien avec des phénomènes d'actualité. Or, la perte de biodiversité, on en parle souvent dans l'émission et malheureusement souvent effectivement à la une. Donc voilà, une raison de plus de réviser attentivement cette partie génétique et évolution. Alors, on sort de quoi prendre des notes. On monte un peu le son de sa radio et c'est parti pour la séance de révision. Vous l'avez évoqué. Peut-être on peut commencer effectivement par ce phénomène de méiose et le brassage génétique. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène important, contrairement à la mitose où une cellule se duplique avec le même nombre de chromosomes. Dans la méiose, on arrive à un autre résultat qui est la division par 2 du nombre de chromosomes. Qui veut s'y atteler, David Guilherme? Je vais commencer, puis je laisserai mon collègue parler brassage, justement, s'il le souhaite. On évoquait la diploïdie et la ploïdie, donc les cellules mères qui vont produire les futures cellules sexuelles, les gamètes. Ce sont des cellules qualifiées de diploïdes. Et ça, c'est un mot que les élèves doivent vraiment maîtriser dans son sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patrimoine génétique d'un individu est porté par plusieurs grandes molécules qu'on appelle l'ADN. Hein, donc ça, je pense que c'est à peu près accessible à tout le monde. Ces grandes molécules d'ADN s'associent avec des protéines pour former une structure plus ou moins complexe qu'on appelle le chromosome. Et dans chacune de nos cellules, eh bien, par exemple dans l'espèce humaine, nous disposons de 46 chromosomes. Okay, ces 46 chromosomes, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans la plupart de nos cellules, eh bien, ils sont associés 2 à 2 par paire. Et nous avons finalement sur chacun des chromosomes d'une même paire, eh bien, les mêmes gènes, alors pas tout à fait sur leur même version, mais ce sont bien les mêmes gènes. Et donc, les allèles. Voilà, les allèles. Hein, il y a plusieurs formes possibles pour un même gène que l'on qualifie d'allèles, effectivement. Mais en tout cas, ça veut dire que dans chaque cellule diploïde, justement, quand il y a 2 exemplaires de chaque chromosome, eh bien, nous avons 2 exemplaires de chaque gène. Et d'un point de vue génétique, une notation est utilisée, et ça nous servira certainement tout à l'heure. Une cellule diploïde, on la note 2N. 2N signifie que cette cellule est diploïde, c'est-à-dire qu'elle possède 2 exemplaires de chaque chromosome. Au cours de la méiose, eh bien, on va observer une modification de la ploïdie des cellules, en 2 mots, hein, la ploïdie, puisqu'on va passer d'une cellule diploïde à des cellules haploïdes. Les gamètes, que ce soit les spermatozoïdes ou les ovules, ne contiennent plus qu'un seul exemplaire de chaque chromosome, donc un seul exemplaire de chaque gène. Et ça, c'est possible parce que, au cours de la méiose, la cellule va subir, comme je disais tout à l'heure, 2 divisions successives. Une première division qui va séparer d'abord les paires de chromosomes, on les qualifie de paires de chromosomes homologues, et donc on obtient 2 cellules, première division. Deuxième division, les chromosomes sont eux-mêmes constitués de 2 molécules d'ADN, et donc ces 2 molécules d'ADN qui constituent chacun des chromosomes vont elles-mêmes se séparer à leur tour, et donc vous comprenez qu'on obtient 4 cellules, mais 4 cellules qui ne contiennent chacune maintenant plus qu'un seul chromosome. Elles sont qualifiées donc de cellules haploïdes, et la notation, c'est la notation N. Donc les élèves, retenez bien, une cellule 2N, c'est une cellule diploïde.
Donc 2 exemplaires de chaque chromosome, une cellule N, c'est une cellule haploïde, un seul exemplaire de chaque chromosome, et c'est le cas des gamètes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive là au premier niveau du brassage génétique, c'est-à-dire que dans ce processus de la méiose, les chromosomes se répartissent de façon totalement aléatoire en fonction de leur origine paternelle ou maternelle. Laurent Schaff. Exactement. Le premier brassage, c'est-à-dire qu'au niveau de la première méiose 1, c'est là qu'à peu près tout se fait au niveau du brassage génétique, en partie. Les chromosomes se séparent de manière aléatoire, et c'est là, au niveau d'une phase qu'on appelle la prophase, que se produit un brassage génétique, c'est-à-dire que les chromosomes peuvent se recombiner entre eux. C'est ce qui permet justement qu'on soit tous humains, mais un peu tous différents les uns des autres, sinon on serait tous des clones. Et donc ce brassage génétique permet de maintenir une diversité et même de nous protéger contre certaines maladies. Par exemple, moi je fais beaucoup de génétique au niveau des allèles. Alors les allèles, on dit « oh, qu'est-ce que c'est en génétique ?» Il faut savoir que quand une maladie avec un gène muté sur un allèle, si le deuxième allèle n'est pas muté, ça peut ne pas donner la maladie. On appelle ça un syndrome ou une maladie génétique hétérozygote. Quand il y a une mutation sur les 2 allèles, on appelle ça homozygote. Là, la maladie est déclenchée parce que le gène est éventuellement très important pour la fonction de la cellule. Et donc, ce qui est important, c'est que ce brassage génétique, ça assure non seulement la diversité, et en même temps, ça assure également la continuité de l'espèce, en quelque sorte. Et exactement, ça assure la continuité, la diversité. Ça évite aussi que si le père ou la mère est un peu malade, a quelques mutations, quelques anomalies génétiques, de tout transmettre à leur enfant. Donc ce brassage, ça préserve à la fois contre les transmissions de maladies et pour la diversité. Et puis ça permet évidemment de faire en sorte qu'un certain nombre de gènes mutés soient récessifs, c'est-à-dire qu'ils ne s'expriment pas puisqu'ils ont en face d'eux une autre version de ce gène qui vient, pour le coup, au moment de la reproduction, d'un des deux autres parents. parents. La récessivité d'un gène, en fait, il peut tout à fait s'exprimer même s'il est récessif, mais disons que son phénotype n'est pas observable en lui-même. Voilà. Alors, et pour compléter le propos de Laurent, la question des brassages, parce que là on est parti tout de suite sur des échelles chromosomiques et moléculaires, mais il est important que pour nos auditeurs et les élèves qui comprennent à l'échelle des caractères des individus, qu'est-ce que ça signifie finalement. La reproduction sexuée, qui est finalement l'alternance, enfin pas l'alternance, mais la succession de 2 mécanismes. Donc la méiose, fabrication de gamètes. Les gamètes se rencontrent, c'est donc la fécondation. La reproduction sexuée, c'est donc ça, la fabrication des gamètes et leur rencontre pour mettre en place un nouvel individu qui, lui, va retrouver sa diploïdie, puisque lorsque les 2 gamètes haploïdes se réunissent, on reforme les paires de chromosomes homologues. Alors, si je reviens maintenant sur les caractères des individus, je vous ai dit, dans l'espèce humaine, nous disposons donc de 23 paires de chromosomes, donc un total de 46 chromosomes. On comprend bien que par la méiose, chaque gamète va apporter un seul lot de 23 chromosomes, mais la fécondation réunit l'intégralité du lot chromosomique. Et donc, d'une génération à la suivante, la reproduction sexuée permet effectivement de conserver les caractères, notamment de l'espèce, à savoir le karyotype, c'est ce que j'ai décrit, nos 46 chromosomes. On dit bien, une expression très triviale, les chats font des chats. Bon, ben voilà, les caractères de l'espèce, d'une génération à la suivante, sont conservés. Mais, puisqu'on parle de chats, vous avez tous vu, c'est des exemples très connus, enfin, une portée de chatons, eh bien, il y a une diversité au sein de cette portée. Ils ne sont pas tous identiques. Mais on peut retrouver dans les descendants de 2 individus à la fois des caractères des parents, les caractères parentaux, mais on peut, enfin des associations, devrais-je dire plutôt de caractères parentaux, parce que quand on fait de la génétique, en général, on étudie les caractères 2 à 2. Alors je peux vous donner un exemple qui va parler aux élèves rapidement. On utilise souvent, pour comprendre ça, des modèles en génétique comme la drosophile. Hein, c'est la petite mouche du vinaigre. Pourquoi on l'utilise comme animal modèle? Parce que un temps de génération de l'ordre d'une quinzaine de jours, donc on peut avoir très rapidement de très grandes quantités de nouvelles générations. Ça se cultive dans des tout petits tubes, vous voyez, une sorte de pilulier avec une sorte de farine de maïs ou un peu de miel dedans. Donc ça coûte pas cher et on peut stocker. Bah oui, mais quand on fait de la recherche, c'est important aussi le coût. Et donc, on peut stocker ça en grande quantité, mais dans des espaces, finalement, de petites surfaces. Et puis, c'est un insecte ici dont on a entièrement séquencé le génome. Voilà. Et donc, cette drosophile, on étudie pas mal de ses caractères. Et donc là, dans l'exemple que je vous propose, par exemple, les élèves ont souvent travaillé sur la couleur des yeux et la taille des ailes. Imaginons, voilà, c'est pas imaginons, mais c'est un cas concret, on croise un parent avec des ailes longues et des yeux rouges sombres.
Et on le croise avec un autre individu qui possède des yeux rouges vifs et des ailes atrophiées. Elle ne vole plus bien, cette mouche. Parmi les descendants de ce croisement, qu'est-ce qu'on observe? On retrouve des individus qui vont présenter exactement les mêmes associations de caractères que les parents. C'est-à-dire, par exemple, ici, les ailes longues avec des yeux rouges sombres et les yeux rouges vifs avec des ailes atrophiées. Mais on va trouver aussi des descendants qui présentent de nouvelles associations de caractères qui n'existaient pas chez les parents. Par exemple, on va trouver ici, dans ce type de croisement, des descendants avec des ailes atrophiées et des yeux rouges sombres, d'autres avec des ailes longues et des yeux rouges vifs. Donc finalement, ces mécanismes qui sont impliqués dans la reproduction sexuée permettent, par les brassages décrits par mon collègue, l'émergence de nouvelles combinaisons de caractères. Il y a toujours des associations de caractères de type parentaux que l'on peut observer, mais de nouvelles associations de caractères peuvent émerger, ce qu'on appelle des recombinaisons des caractères parentaux, et ça met bien en jeu des brassages à l'échelle chromosomique dans la cellule que l'on peut tout à fait expliquer. Peut-être un mot pour rester à ce niveau de la cellule, au niveau cellulaire et au niveau de l'ADN, pour redire ou pour réexpliquer que la méiose ne se passe pas tout à fait de la même façon, Laurent Châtre, pour les gamètes mâles que pour les gamètes femelles. Alors, pour les gamètes mâles, il y a une petite astuce. Alors, c'est plus discuté pour la biologie en spécialité, pas en général. En fait, les gamètes mâles et les gamètes femelles ont tous un noyau avec leur ADN, et puis ils ont une autre organelle qu'on appelle les mitochondries qui contiennent leur propre ADN. Il se trouve que lorsqu'il y a fécondation, toutes les cellules enfants et tous les enfants ont leur ADN mitochondrial de leur mère. C'est héritage maternel. Il se trouve que les spermatozoïdes, c'est encore un mystère pour la science d'ailleurs, les spermatozoïdes, au cours de leur long trajet, perdent toute leur mitochondrie avec leur ADN. Donc l'homme n'apporte pas tout son ADN entièrement, il apporte son noyau, mais pas l'ADN mitochondrial. Un mot, David Guerme, pour dire que effectivement la méiose donne lieu à 4 spermatozoïdes, ce n'est pas le cas pour les ovocytes. Ah, c'est exact. Oui, alors ça c'est compliqué à expliquer. Et d'ailleurs, dans le programme de Terminal S, on ne rentre pas forcément trop dans les détails. Mais effectivement, les cellules mères des gamètes pour les spermatozoïdes vont subir, comme je l'ai expliqué, les 2 divisions successives. Et on va obtenir donc 4 précurseurs de spermatozoïdes, les spermatides, pardon. Et après, il va y avoir des processus de différenciation pour former le spermatozoïde. C'est cette cellule finalement hautement spécialisée, extrêmement spécialisée, avec un long flagelle et qui est donc doué d'une motilité et qui peut remonter dans les voies génitales féminines, par exemple, dans l'espèce humaine. Alors, pour d'ailleurs, vous n'avez pas employé le même terme, vous avez dit ovocytes, et on parle aussi d'ovules. Alors là, on est hors programme, les Terminal S, mais juste pour comprendre, c'est que, en fait, dans l'espèce humaine, la notion d'ovule, elle n'existe pas en tant que telle. Parce que lorsque la cellule mère qui va donner les ovocytes, comme vous dites, elle va se diviser, mais à chaque fois, elle ne va pas former finalement 2 cellules dans les 2 fois où elle se divise. Et, on va émettre ce qu'on appelle un globule polaire, c'est-à-dire un petit condensat d'ADN, donc le reliquat de chromosomes qui s'est séparé de ses homologues, eh bien, forme ce petit globule dit polaire. Et qui va finir par être dégradé, qui va il va être conservé après, puis après dégradé. Et donc, du coup, on va obtenir cette grosse cellule unique qu'on appelle l'ovocyte. Et je termine juste parce qu'en fait, la 2e division de méiose est bloquée. Et elle ne s'achève véritablement que lorsque le spermatozoïde pénètre dans l'ovocyte. Et donc, à partir du moment où le spermatozoïde a pénétré dans l'ovocyte, est-ce qu'on peut vraiment parler d'ovule, puisque la méiose s'achève à ce moment-là? Vous voyez, c'est un peu délicat ici dans l'espèce humaine. Ça, c'est pour, voilà, on a fait un tour rapide de ces processus de méiose. Peut-être faut-il maintenant parler de l'autre partie du programme, qui est celui de la diversification à l'évolution de la biodiversité, et notamment de ce que ces brassages génétiques, Laurent Châtre, vont conduire en termes de changement au cours des générations, jusqu'à un point tel où 2 espèces vont ne plus pouvoir se reproduire ensemble. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler d'espèces? C'est un terme compliqué, espèce, en génétique. C'est un terme compliqué, c'est encore un terme très débattu. Alors en fait, le brassage génétique, c'est un grand mot pour dire qu'en fait, derrière, il y a 2 grands processus qui est soit... En fait, le brassage génétique, c'est pas quelque chose qui est aléatoire. Il y a des forces génétiques qui interviennent et même moléculaires qui interviennent autour. En particulier, par exemple,
il y a deux grandes théories, et ce sont les théories de l'évolution. Il y avait une théorie qui était de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, qui disait au départ l'évolution, c'est plus des traits de caractère qui sont hérités, qui sont transmis aux descendants, et puis petit à petit, on va se spécialiser, on va devenir plus performant. Et puis il y a une autre théorie, qui est la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui lui était au contraire, seuls les plus combattants, les plus compétents, seuls les grands survivors vont pouvoir se développer. Et la survie du plus apte. C'est la survie du plus apte. Et la génétique, en fait, c'est la grande force, dans ces deux théories d'ailleurs, soit ça apporte des traits de caractère, soit ça permet de éteindre des gènes, les rendre silencieux et d'en activer d'autres et faire des meilleurs brassages génétiques. Il faut savoir aussi qu'il y a des problèmes dans le monde aussi actuellement. On a ce qu'on appelle les dérives génétiques. Une dérive génétique, c'est une évolution qui n'est pas prévue en fait, qui sort des théories de Darwin et de Lamarck, qui est soumise à d'évolution, qui est soumise à des événements aléatoires. Par exemple, un truc qu'on ne sait pas, c'est la pollution. La pollution va nous entraîner à faire de la dérive génétique. Et ça, on ne le contrôle pas et on ne sait pas ce qui va se passer au niveau génétique. Donc ça, ce sont des dérives génétiques. Et par exemple, il y a des cas, c'est une île au Québec, il y a eu des colons qui se sont implantés et qui ont apporté quelques maladies, dont la myotonie dystrophique, c'est une maladie mitochondriale qui paralyse les muscles. Et il se trouve qu'une personne a apporté un gène malade. Et comme la population était restreinte sur cette île, ça a fini par transmettre par dérive génétique cette maladie qui a augmenté sa fréquence par rapport à une population mondiale. Ça, ça fait partie du programme dans cette partie génétique et évolution. Quelles sont les mécaniques de spéciation qu'il faut connaître pour arriver serein à l'épreuve du bac, David Guilherme? Alors, on a commencé finalement à le traiter avec Laurent sur la question là, de la dérive génétique et l'évolution. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et pour tout le monde, nos auditeurs aussi, c'est que qui évolue ? Qu'est-ce qui évolue en réalité? Parce que est-ce que c'est l'individu en lui-même qui évolue ou est-ce que c'est un groupe d'individus d'une espèce qu'on va qualifier de population? Un individu en lui-même n'évolue pas. Alors, je suis désolé peut-être de l'apprendre, mais je n'évolue pas. Alors, je peux évoluer d'un point de vue intellectuel, hein, d'accord, mais d'un point de vue génétique, au cours de la vie, l'individu, alors sauf s'il est unicellulaire, on ne va pas prendre des cas particuliers, mais globalement, nous, on n'évolue pas en tant que tel. Donc, c'est bien la population qui évolue. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, là aussi, je vais essayer d'illustrer d'un exemple précis. Qui est connu, archi connu, qui est déjà tombé d'ailleurs au baccalauréat et qui pourrait pourquoi pas retomber, avec les guppies. Vous connaissez les guppies, ces petits poissons de rivière amazonienne, assez jolis, dont le mâle arbore une queue assez large, colorée, avec des taches dessus, en fait. Et manifestement, ce que l'on constate, c'est que cet appendice du poisson joue un rôle important dans sa capacité à séduire les femelles et à pouvoir s'accoupler avec une femelle. Et donc, ça veut dire qu'on peut l'observer ça en laboratoire. Hein, on peut observer ce que je vais vous dire en laboratoire. Donc, globalement, quand on laisse les guppies dans un aquarium dans la maison, dans votre maison, se reproduire tranquillement tout seul, bien, on voit que par rapport à une forme, disons, un peu sauvage du guppy qu'on va prélever dans l'environnement naturel, progressivement, de génération en génération, on va voir que les guppies avec des queues tachées, eh bien, vont être de plus en plus nombreux, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de taches sur la queue des guppies. Alors, ce n'est pas les guppies qui se transforment, ce n'est pas la théorie du morphing loup-garou, hein, ce qu'on voit à la télé, vous savez, l'homme qui se transforme en loup-garou, ça n'existe pas dans la nature. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on explique finalement que la fréquence des guppies avec des queues tachées soit plus importante dans la population? Eh bien, tout simplement, vous comprenez que si c'est un caractère attractif pour les femelles, il y a des aléas, qui sont les mutations, qui vont procurer à certains individus, dès leur naissance, eh bien, une queue avec un plus grand nombre de taches que d'autres. Ça, c'est le côté aléatoire de la chose. Le hasard a un rôle très important dans l'évolution, finalement. Et ces individus, finalement, possèdent un avantage sélectif par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus choisis par les femelles pour pouvoir se reproduire. Donc, ils transmettent davantage leur capital génétique à la génération suivante, et de génération en génération, on explique que la fréquence de ce caractère au sein de la population augmente. Bon, ça, c'est dans un environnement donné, parce que ce caractère qui est une queue très tachée, eh bien, peut subir des pressions de sélection opposées. Ce qu'on a fait, à un moment donné, c'est qu'on a introduit un prédateur du guppy dans l'aquarium. Alors,
Vous imaginez, une grande queue très large avec très tachée, eh bien, c'est très visible aussi par le prédateur. Ça, je fais une petite caricature, mais c'est comme si on écrivait sur la queue « mangez-moi ». Et donc, du coup, eh bien, ces guppies qui ont des queues très tachées, eh bien, sont plus facilement repérés par le prédateur. Et du coup, ils sont mangés plus souvent. Et vous comprenez bien que ce qui était précédemment dans un autre environnement, un caractère qui présentait un avantage sélectif important, est un caractère aujourd'hui qui présente un désavantage sélectif important. Et quand on introduit le prédateur, eh bien, les guppies à queue tachée, leur fréquence diminue au sein de la population. Ce mécanisme-là, que l'on peut observer en direct en quelques mois, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle, l'évolution, ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est un fait scientifique que l'on peut observer, mesurer, quantifier en direct. J'aimerais qu'on dise un mot des mécaniques de spéciation, c'est-à-dire à quel moment cette sélection naturelle va aller à tel point que deux individus qui étaient auparavant de la même espèce ne vont plus appartenir à la même espèce. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, Laurent Châtre ? Pour la spéciation, il faut vraiment que la spéciation, ça ne se fait pas en 10 secondes. Ça prend énormément, en dizaines de milliers d'années. Il faut savoir qu'au niveau de la génétique, il ne faut pas juste remanier un seul gène au cours d'une méiose pour devenir très différent. Donc c'est plutôt quelque chose qui va être sur la descendance et sur même de nombreuses descendances. Sur la spéciation, ça se fait de moins en moins, on va dire actuellement aussi. Parce que justement, à l'inverse, jusqu'à l'inverse, on a justement une disparition d'espèces. Donc on ne va plus vers la spéciation. On est en train de se dire, nous-mêmes, humains, on va évoluer à cause de nous-mêmes et à cause de notre environnement. Mais la question de la spéciation, c'est une question de génétique très importante par rapport au brassage génétique. Mais on l'observe de moins en moins. Et peut-être excepté chez les plantes. David Guilherme, sur la spéciation, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui conduit deux espèces qui n'en faisaient qu'une à en devenir deux distinctes, c'est-à-dire arriver en général à ne plus pouvoir se reproduire, puisque c'est ce qui finit par se différencier de deux espèces, distinguer deux espèces. Alors c'est ce qui est au programme ici de l'enseignement de sciences de la vie de la Terre en terminale scientifique. Deux mécanismes peuvent être présentés. On a compris que donc, la population subit une dynamique évolutive par la fréquence des caractères que l'on va observer au cours du temps. Il se peut que des phénomènes climatiques, géologiques, vont couper... Géographique, une séparation, exactement, une route entre deux... un épisode glaciaire, etc., vont couper une population en deux et isoler... on avait une population et on se retrouve maintenant avec deux populations totalement isolées géographiquement l'une de l'autre. Alors, à partir du moment où elles sont isolées géographiquement, ces deux populations n'échangent plus de gènes et elles vont subir chacune de leur côté, parce qu'elles ne sont pas exactement dans le même environnement, peut-être une pression de sélection sur des caractères très différents d'un environnement à l'autre. Il y a la question de la dérive génétique que a soulevé mon collègue tout à l'heure, qui est une modification aléatoire finalement de la fréquence des caractères au sein des populations. Et comme il y a du hasard à chaque fois dans cette histoire, eh bien, les deux populations vont connaître un destin évolutif très différent, à tel point qu'à un moment donné, eh bien, on va perdre la capacité de se reproduire. Mais ça peut être, par exemple, on l'observe chez certaines espèces d'oiseaux, par exemple, le chant des oiseaux que vous avez peut-être étudié, les élèves, c'est aussi un caractère important pour séduire les femelles, par exemple. Eh bien, ce chant, il est lié aussi à un héritage génétique, mais aussi par apprentissage. Et quand on est isolé, eh bien, on n'apprend plus le chant de la même manière, et au bout d'un moment, on n'est plus capable de se séduire, et donc on ne se reproduit plus. Et puis, il peut y avoir vraiment des aspects très mécaniques et génétiques où, quand les gamètes se rencontrent, eh bien, la rencontre, en fait, n'est soit mécaniquement plus possible, soit d'un point de vue reconnaissance cellulaire, ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, les deux espèces sont vraiment, les deux populations, on parle maintenant donc de deux espèces différentes. Ça, c'est l'isolement géographique. Il y a aussi ce qu'on appelle l'isolement plus reproducteur, où on peut être dans un même environnement, mais par d'autres mécanismes. Là, je ne vais peut-être pas vraiment les détailler, mais les deux populations vont s'isoler parce qu'elles vont développer des comportements par exemple, alimentaires différents au cours du temps et puis se croiser. Et là, il y a des cas de certaines espèces de poissons dans des lacs connus également. Ou certaines espèces d'insectes, quand on change la végétation, par exemple, pour introduire une culture ou une monoculture, qui sont obligés de se nourrir différemment. On arrive au terme de cette première demi-heure de révision un peu intensive et express de ces processus de génétique et d'évolution. Est-ce qu'il y a des questions
de nos lycéens. Bonjour mademoiselle. Bonjour, vous avez parlé de l'évolution précédemment. Je voulais savoir, j'avais une question un peu plus spécifique. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que de nos jours, l'évolution de l'espèce humaine est encore possible en prenant en compte notre très grand nombre ? Ah, ça c'est une vaste question. Alors, qui veut répondre à cette question ? David Guilherme, allez-y. Bon, je commence, mais je donnerai la parole après. Alors, il faudrait poser la question à un grand spécialiste de l'évolution, parce que là, c'est une question d'actualité scientifique, finalement. Là, un premier élément de réponse, c'est que l'évolution n'a pas de finalité en soi, il n'y a pas d'aboutissement de l'évolution. L'évolution est sans cesse en marche, en permanence. Ce que est la biodiversité aujourd'hui, ce que est aujourd'hui l'espèce humaine n'est pas un aboutissement en soi, c'est une étape de l'évolution. Donc, si l'humanité survit suffisamment longtemps à elle-même, peut-être qu'effectivement, nous verrons encore une modification de l'espèce humaine, et une modification, pourquoi pas, de la biodiversité de l'espèce humaine. Enfin, il faut quand même bien penser qu'il y a encore ne serait-ce que 24 000 ans, eh bien, nous n'étions pas la seule espèce d'homme sur Terre. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul survivant de notre grande lignée, notre grand groupe, l'Homo sapiens. Mais nous avons cohabité avec l'homme de Néandertal, nous sommes connus, et à tel point d'ailleurs... Flores, Denisova, entre autres. Exactement, et à tel point d'ailleurs que nous avons, nous en tout cas les Occidentaux, un certain pourcentage de notre patrimoine génétique qui est néandertalien. Alors vous voyez, vous posez la question de la notion d'espèce. C'est toute la discussion. Néandertal, c'est la même ou pas la même espèce? Non, c'est pas la même espèce, mais on s'est quand même hybridé. Il y a quand même de l'ADN néandertalien en nous. C'est compliqué. 2 à 4% pour les populations européennes et asiatiques. On en a souvent parlé au cours de cette émission. C'est l'hybridation qui est une autre partie du programme, mais que nous n'allons peut-être pas développer tout de suite. Un mot sur l'évolution et sur la suite de l'évolution. On peut aussi dire, par exemple, que l'être humain, il y a quelques milliers d'années, a déjà évolué pour cause de changement du climat, d'adaptation, de vêtements. Nous sommes moins poilus que nous l'étions naguère, par exemple, Laurent Châtre. Ah oui, exactement. Et surtout... Notre dentition a changé. Notre dentition a changé. D'ailleurs, les prédictions disent que dans le futur, on pourrait perdre nos dents. On pourrait juste ne plus mâcher et juste absorber des fluides. On pourrait devenir un peu plus grand, un peu plus gros. Et ça c'est hors prédiction si l'homme se manipule lui-même. Parce que maintenant, au niveau scientifique, on a tellement d'outils génétiques pour contrer ou modifier la sélection naturelle, quasiment, qu'on va se faire évoluer soi-même et on ne connaît pas encore les conséquences. Une autre question rapidement sur cette partie du programme. Oui, jeune homme, bonjour. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que les métamorphoses, comme par exemple celle des loups-garous, n'étaient pas possibles. Mais par exemple, l'exemple du papillon, alors quel mécanisme rentre en compte? Ah oui, c'est une excellente question. Alors parce que le papillon, il y a effectivement il y a ce qu'on appelle au sens premier une métamorphose, mais le patrimoine génétique, que ce soit sous la forme larvaire qui est la chenille ou l'adulte pubère qui est le papillon, le patrimoine génétique est exactement le même. D'accord ? Donc, c'est en ce sens que je dis l'individu n'a pas évolué. Par contre, il a changé de forme au cours de sa vie, mais sa génétique n'a pas changé. D'accord ? Voilà. Donc, ce que je disais, effectivement, peut-être que mon exemple n'était pas aussi bon que ça, mais il n'y a pas d'évolution au sens génétique du terme. C'est-à-dire que quand je donnais cet exemple du loup-garou, mais qui était un peu tiré par les cheveux, j'imaginais que pour passer d'un homme à un loup, il faudrait modifier l'intégralité du patrimoine génétique de l'individu. Ça n'existe pas dans la nature, ça. Même si la métamorphose de la chenille en papillon est très impressionnante, la génétique est quand même la même. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Burning papers into ashes. What a season. How they fly high from the ground up. There is yet another fountain flowing over. As the night falls, keep dreaming.
with a blind hand, write some stories for tomorrow from the bottle of amnesia. Find instructions to salvation, to oblivion supreme. Don't be tempted to look back. It has all happened before. Someday miraculous spring will forgive every cowardly thing that you've done. The Do sur France Culture à 16h36. Nous poursuivons notre semaine spéciale de révision des épreuves du baccalauréat et nous révisons aujourd'hui une nouvelle fois les SVT, mais cette fois la partie génétique et évolution du programme. Nous les révisons ici en direct du studio 106 de la Maison de la Radio avec les lycéens de Terminal S du lycée Notre-Dame à Sannois et du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt et avec David Guillaume qui est inspecteur d'académie et inspecteur pédagogique régional SVT et Laurent Châtre, chercheur CNRS à l'Institut Pasteur. Maintenant que nous avons fait un peu bien le tour dans la première demi-heure du corpus théorique qu'il faut intégrer pour cette partie du programme génétique et évolution, eh bien on va passer aux exercices pratiques, bien des exercices que nous ne sommes pas allés chercher très loin puisque ce sont ceux de Pondichéry qui, comme chaque année, sont les premiers à passer les épreuves du bac. Alors il y avait deux questions, on va prendre la deuxième parce qu'elle est intéressante cette question, vous allez voir, à plusieurs égards. Je vais vous lire l'énoncé tout de suite de la diversification des êtres vivants à l'évolution de la biodiversité. C'est le titre. La biodiversité actuelle peut être considérée comme la diversité des espèces existantes aujourd'hui. Elle résulte de la transformation des populations au cours du temps. Montrer à partir d'exemples comment la dérive génétique et la sélection naturelle participent à l'évolution de la biodiversité. L'exposé doit être structuré avec une introduction et une conclusion. Vous vous appuierez sur un exemple pour chaque mécanisme. Peut-être un mot, comme d'habitude, sur cet énoncé, qui est un énoncé très vaste, très vague même pourrait-on dire, avec aucune référence précise, technique. Que faut-il en penser et comment faut-il le lire, cet énoncé, David Guillaume? Bon, déjà, pas de panique. On va y arriver. Bon, peut-être la difficulté ici, c'est qu'on demande d'illustrer chacun des mécanismes dérive génétique et sélection naturelle par un exemple. D'illustrer par un exemple. Ce n'est pas toujours très courant dans les sujets du baccalauréat SVT. Ça demande à l'élève de faire un choix dans sa culture scolaire, dans le cours qu'il a traité avec son professeur, quel exemple précis il va choisir. Parce que les exemples ne sont pas imposés au programme. Et il est évident que tous les collègues professeurs de SVT ont illustré ces mécanismes-là de leur propre exemple chacun. Voilà. Alors, techniquement, après, quand on regarde un sujet comme celui-ci, bon, bah, comme toujours, il y a des mots-clés quand même qu'il faut tout de suite bien avoir au coup d'œil, quoi. Bon, les mots-clés dérive génétique et sélection naturelle, et ce qui demande une maîtrise quand même fine du cours et de ces concepts de la part des élèves. Il y a pas on ne peut pas se rattraper à grand-chose si on ne maîtrise quand même pas ces concepts-là. Et il y a quand même le mot évolution, biodiversité. Il y a le mot population. Ça fait écho à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas l'individu qui évolue en lui-même, c'est bien la population qui évolue. Et quand une population, elle évolue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fréquence des caractères des individus au sein de cette population change au cours du temps sous l'effet de pression de sélection ou pas d'ailleurs. Et sous les caractères, quand je parle de caractères, les caractères finalement dépendent des gènes, et même plus précisément, on l'a dit tout à l'heure, dépendent de la composition allélique de la population. Donc il faut que c'est toute cette logique-là, ces associations qui se mettent en place dans la tête de l'élève lorsqu'il lit le sujet et que peut-être sous la forme d'un nuage de mots-clés ou du début de carte mentale, on essaye à partir de chaque mot
d'essayer de raccrocher des mécanismes, soit de sélection, soit des mécanismes plus génétiques, par exemple. Laurent Chatte, dans cet énoncé, qu'est-ce qui retient votre attention? Quels sont les points importants? On voit biodiversité, on entend aujourd'hui dans l'air du temps, quand on parle biodiversité, on dit biodiversité menacée. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir dire un mot de cet effondrement ou de cette érosion de la biodiversité, par exemple, après vous? Exactement. Il va falloir justement utiliser la biodiversité comme un grand exemple pour parler justement de dérive génétique et de sélection naturelle et de rajouter éventuellement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'implication de l'homme, par exemple, et de l'environnement. Vous avoir au niveau biodiversité, la dérive génétique, ça joue sur la diversité, mais c'est lié à des phénomènes aléatoires, imprévus. On ne maîtrise pas ce qui va se passer. La biodiversité avec la sélection naturelle, ça veut dire que le changement de l'environnement a poussé une espèce à s'améliorer, à devenir encore plus survivante pour pouvoir se développer. Donc en fait, il va falloir expliquer les deux concepts, le concept aléatoire et le concept pression, qui sont deux concepts je dirais, deux concepts opposés, radicalement opposés, mais qui arrivent à la même finalité, la biodiversité. Et dans la sélection naturelle, on peut évidemment faire référence aux conséquences du réchauffement climatique. Pour la sélection naturelle, on peut faire référence effectivement au réchauffement climatique, par exemple, au mouvement de population au niveau géographique. Par exemple, en Afrique, il y a des déserts, il y a un manque d'eau. Donc il y a une migration très importante des populations qui partent de l'Afrique et qui viennent par exemple en Europe. Ça, c'est tout à fait naturel et c'est à cause du changement climatique. Ce changement climatique, soit les populations restent sur place au niveau géographique et elles vont être obligées par la sélection naturelle, évoluer, être plus résistantes à la chaleur, plus résistantes à la déshydratation, par exemple. Alors que si elles migrent vers l'Europe, un climat qu'elles ne connaissent pas ou beaucoup moins, elles vont aussi devoir évoluer. Donc, cette sélection naturelle, le climat, le changement climatique, est une des grandes forces. Je vous propose de résoudre cet exercice, de prendre l'autre, chacun un des deux exemples, un des deux mécanismes et de l'illustrer. David Guilherme, qu'est-ce que vous voulez illustrer? Est-ce que vous voulez illustrer la sélection naturelle ou la dérive génétique? La sélection naturelle, par exemple. Alors, sur la base de ce que vous voulez, d'ailleurs, du réchauffement climatique ou autre. Allez, c'est votre exemple. Je peux donner peut-être plusieurs exemples. Comme vous voulez. Parce que, déjà, il y a l'exemple des guppies qu'on a vu tout à l'heure. C'est un exemple de sélection naturelle, je n'y reviendrai pas. Il y a des exemples aussi qui sont très souvent utilisés par les collègues professeurs de SVT. Alors, on en discutait tout à l'heure sur la phélaine du bouleau, ce papillon. Parfois, il est un petit peu, d'ailleurs, critiqué, ce modèle. Mais bon, parlons-en quand même, puisque les élèves le connaissent bien. Globalement, là pareil, c'est une capacité des individus à se protéger de la prédation, donc des prédateurs. Le phalène du bouleau, c'est un papillon il y a deux types de formes. Il y a des individus qui sont de couleur claire, avec des ailes claires, et des individus avec des ailes sombres. Et donc, on comprend que, par exemple, phalène du bouleau, c'est donc un papillon qui a plutôt l'habitude de se poser sur les troncs des bouleaux. Et si je simplifie les choses, quand je suis une forme claire, que je me pose sur un tronc de bouleau qui est blanc, je ne suis pas très visible de la part des prédateurs. En tout cas, ce papillon est beaucoup moins visible qu'une forme sombre. Et dans les populations de phalène du bouleau, il y a toujours des formes sombres et des formes claires. C'est l'aléa qui est lié à la génétique, les mutations qui font qu'il y a toujours les deux formes qui existent. Par contre, la proportion de ces deux formes n'est pas la même. Classiquement, quand vous avez des troncs de bouleau blancs, globalement, les individus avec les formes sombres sont très facilement repérables par les prédateurs et donc ils se font plus souvent manger. Ils sont donc beaucoup moins présents, ils se reproduisent du coup statistiquement moins et donc ce caractère est présent de manière minoritaire dans la population. Ce qui avait été intéressant, c'est que lors de la révolution industrielle dans la région de Manchester, en Angleterre, il y a eu des polluants industriels qui ont tendance à noircir les troncs de bouleau. Et donc, du coup, l'idée est la suivante, c'est qu'on a observé une modification de la répartition des formes sombres et claires. Les formes claires qui étaient les plus présentes, vous modifiez l'environnement, les troncs de bouleau sont salis par la suie, globalement, les formes claires sont plus facilement repérables, et c'est l'inverse. Donc, on voit globalement les formes sombres progresser au détriment des formes claires. Ça, c'est un exemple de sélection naturelle. Un exemple maintenant de dérive génétique, Laurent Chatte. Alors pour la dérive génétique, c'est pas aussi simple que la sélection naturelle pour trouver des organismes. Par contre, je pense qu'il faut largement s'appuyer sur une chose, le mouvement géographique sur un endroit isolé. Ça, c'est le meilleur exemple. Par exemple, vous avez des animaux ou des fourmis, ou c'est connu, ou même des humains qui vont migrer sur une île isolée.
perdu sans le contact extérieur, il va y avoir sur cette île de la dérive génétique très différente des animaux ou des humains sur d'autres îles. Et cette dérive génétique, je vous ai donné l'exemple, on peut la retrouver d'ailleurs sur Internet, c'est classique, au Canada, au Québec. Il y a eu une dérive génétique avec une maladie, avec une personne qui a amené une maladie et dans une petite population retranchée sur elle-même, et ça a provoqué de la dérive génétique. Et même parfois, vous pouvez entendre un effet qu'on appelle l'effet fondateur, c'est-à-dire la personne amène une maladie, c'est peu dans sa population de 100, 200, 300 habitants, mais petit à petit, cette maladie va augmenter en fréquence. Ça, c'est un des... Oui, David Guilherme. Une précision, parce que dans ce qu'on a dit, on n'a pas parlé des mécanismes moléculaires sous-jacents. Quand on parle de modification des caractères, on est d'accord que derrière, il y a la notion d'allèle. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que certains allèles qui codent pour des caractères vont soit conférer un avantage sélectif à des individus ou un désavantage sélectif. À ce moment-là, c'est la pression de sélection qui s'exerce sur les caractères et donc sur les allèles. Quand on modifie les caractères la proportion des caractères au sein des populations, en fait, on modifie la proportion des allèles au sein de la population. Mais il se trouve qu'un certain nombre d'allèles sont qualifiés de sélectivement neutres, c'est-à-dire que ces allèles ne représentent ni avantage sélectif, ni désavantage sélectif. À ce moment-là, la sélection naturelle n'a aucune prise sur ces allèles. Leur fréquence au sein de la population dérive, en fait, et c'est ce qui explique une modification aléatoire de la fréquence de ces allèles dans les populations. On peut citer quelqu'un que vous devez connaître et qu'on connaît bien la méthode scientifique, Léo Grasset, qui a fait récemment une vidéo à ce propos et qui explique et qui prend pour exemple des escargots qui seraient de différentes couleurs et d'un seul coup on coupe, et qui sont répartis de façon aléatoire, on coupe une route au milieu et il y a une population d'escargots qui d'un côté de la route se retrouve avec une quantité d'escargots rouges supérieure à la moyenne et d'un seul coup, eh bien, toute cette population va devenir une population majoritairement d'escargots rouges. C'est typiquement ce que vous venez de décrire, ça n'a pas d'avantage évolutif, c'est un exemple de dérive génétique. Exactement. Une question à l'inspecteur que vous êtes, est-ce qu'on peut utiliser un exemple imaginaire comme ça par exemple? Est-ce qu'on peut prendre un exemple qui ne soit pas un exemple réel ou est-ce que c'est... casse la figure. Ça risque d'être maladroit quand même. Puis un conseil d'abord aux élèves, quand d'une manière générale vous voulez citer un exemple dans une copie de baccalauréat, il faut que vous maîtrisiez parfaitement cet exemple. Parce que sinon, comme vous dites, c'est un peu casse-figure et on risque de passer à côté des grandes idées que l'on veut développer. Donc je pense qu'il vaut mieux donner un exemple concret et que l'on maîtrise bien. Une question sur cet exercice ou plus généralement sur les révisions du bac, sur la SVT. Jeune homme, oui. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, c'est parce que vous avez parlé du coup des mouvements intrachromosomiques, mais vous n'avez pas parlé de tout ce qui est interchromosomique. Alors, si vous pouviez en parler. Dire un mot, Laurent Châtre, David Guilherme, qui veut... David Guilherme, allez-y. Des mouvements oui, interchromosomiques. On a parlé des brassages, des brassages chromosomiques. En fait, on revient au tout début de notre propos sur la méiose et donc au cours de la reproduction sexuée qui permet d'expliquer la diversité des individus que l'on observe dans les descendants. D'accord ? Les chromosomes sont associés 2 à 2 par paire. Donc, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est le brassage intrachromosomique. Enfin, on ne les a même pas expliqués, je crois. En fait, vous avez raison de poser la question, en fait, c'est bien. Voilà. Donc, on a 2 types dits de brassage qui permettent d'obtenir des caractères recombinés tels que je les ai expliqués tout à l'heure. Quand les 2 chromosomes sont côte à côte, il y a des mécanismes qui permettent des échanges de portions de chromosomes d'un chromosome à l'autre, si je simplifie les choses. Et mon collègue a parlé tout à l'heure de crossing over. Donc, on échange, on switch des parties de chromosomes. Ce qui fait que si nos 2 chromosomes ont effectivement les mêmes gènes, ils n'en ont pas forcément les mêmes versions de ces gènes, ce qu'on appelle les allèles. Et donc, on peut déplacer un allèle d'un chromosome A vers un chromosome B, si tant est que, dans le cas dans lequel je parle ici, ils s'appartiennent à la même paire de chromosomes. Ça, c'est le brassage intrachromosomique qui va conduire à des recombinaisons de caractères qui n'existaient pas chez les parents. Il y a un autre type de brassage. Alors, le premier brassage, il a lieu en prophase 1 de méiose, c'est-à-dire au tout début de la fabrication des gamètes. Il y a un autre type de brassage, qui est le brassage dit interchromosomique. Donc, quand on s'intéresse à plusieurs paires de chromosomes,
Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer sans tableau, hein, mais Oui, on va trouver des illustrations. des Voilà. illustrations qu'on va mettre sur Twitter immédiatement. On a plusieurs paires de chromosomes. Il faut bien comprendre. Si je prends ma première paire et je vais appeler, par exemple, mon chromosome A et A', et une paire avec un chromosome B et B'. Ça va tout le monde? A', B', B'. Bon, bah, comme vous séparez les deux chromosomes de chaque paire, mais après, c'est d'un point de vue purement aléatoire, et là encore le hasard joue son rôle, que les chromosomes vont se disperser dans les deux cellules filles suite à la division cellulaire. Donc vous pouvez très bien avoir une association chromosome A' avec le B' d'un côté et le A et le B de l'autre, mais puisque tout ça est régi par le hasard, vous pouvez très bien avoir une association du A' avec le B et du B' avec le A. Voilà, ben ça c'est le brassage interchromosomique. Ce sont ces deux types de brassage qui sont à l'œuvre lors de la méiose qui expliquent la diversité des descendants. Une autre question là-haut, mademoiselle, bonjour. Bonjour, moi c'est un peu plus au niveau de la méthodologie. Dans le cas où on ne comprend pas un document dans l'exercice de type 2.2, vaut mieux simplement le décrire ou ne pas en parler? Alors, c'est David Guillaume, Oui. là, c'est de la pure méthodo. Qu'est-ce que je ne comprends pas le document? Est-ce que je passe complètement la question ou est-ce que je tente quand même des éléments de réponse? Alors, le baccalauréat en sciences de la vie et de la Terre est structuré en 3 exercices. Donc, passer intégralement un des 3 exercices, ce serait quand même très risqué, d'autant plus que le sujet 2, exercice 2, dont vous parlez, vaut 5 points sur 16, parce que l'écrit est sur 16 points. Donc non, il faut le traiter. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est la question d'un des documents qui vous pose problème. Si vraiment, vous passez, de toute façon, si vraiment ce document vous est totalement inaccessible, ça ne vous empêche pas quand même d'exploiter les informations des autres documents, ce qui est quand même absolument nécessaire. Normalement, quand même, dans tous les sujets de baccalauréat, et ça c'est l'inspecteur qui parle, les documents doivent être accessibles à tout élève de terminale qui a suivi normalement sa scolarité. Les sujets de baccalauréat ne sont pas là pour piéger les élèves. Ils sont vraiment là pour évaluer à la fin de tout un cycle, toutes vos années lycée, si vous maîtrisez des savoirs et des savoir-faire à un niveau suffisant pour accéder à l'enseignement supérieur. Rappelons que le baccalauréat est le premier grade universitaire. Donc normalement, vous ne devriez pas être pris au dépourvu, mais si tel était le cas vraiment sur un document, exploitez les autres en tout cas. Une question par ici, en bas. Non. Monsieur là-bas. Oui, jeune homme. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de la sélection naturelle. Est-ce qu'une espèce qui a disparu à cause de la sélection naturelle peut espérer revenir ou pas? Est-ce qu'une espèce a disparu à cause de la sélection naturelle, Laurent Châtre? Non, elle ne reviendra pas, sauf si c'est l'homme qui essaye de la refaire renaître, mais sinon parlait elle ne reviendra pas. Pensez au mammouth laineux. Oui. L'histoire du mammouth, par exemple, où l'homme rêverait, ou même de Jurassic Park. Cette idée. On peut parler de deux types d'extinction. On peut parler d'une extinction par mutation et d'une extinction par élimination, peut-être? Non, c'est-à-dire que quand le dernier individu d'une population décède complètement, est-ce qu'on fait vraiment la différence, David Guillaume? Je laisse Laurent la parole à Châtre. Non, c'est la fin de l'espèce, c'est la fin. Bon, c'est la fin, voilà. Une autre question, une nouvelle question. Oui, mademoiselle. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, c'était par rapport. En fait, dans le cadre des phénomènes qui ne dépendent pas directement des mutations génétiques, mais qui permettent une diversité du génome et des êtres vivants, il y a un phénomène que j'arrive pas bien à saisir, qui s'appelle la polyploïdisation, et c'est chez les plantes. Est-ce que vous pourriez peut-être développer, si ça vous dérange pas trop? On l'avait évoqué rapidement. Alors, qui veut s'attaquer à la polydiploïsation? Alors, je vais dire un petit mot dessus. La poly, c'est-à-dire que c'est plus 2N, mais le N est 3N, 4N. Donc, c'est une manière d'avoir beaucoup plus de matériel génétique en copie. Et donc, ça permet aussi aux plantes de faire encore plus de brassage génétique. Alors, je pense que l'exemple que vous évoquez, vous avez peut-être pu le voir dans votre programme à travers les hybrides. En fait, on a parlé souvent de la question des espèces. Chez les végétaux, le croisement interespèces est assez courant. C'est-à-dire qu'une espèce végétale peut se reproduire avec une autre espèce végétale et former un hybride. Dans un certain nombre de cas, les hybrides sont stériles, c'est ce qu'on dit, mais chez les végétaux, on peut retrouver la fertilité, entre guillemets, de l'espèce, précisément par ce mécanisme de polyploïdisation. En fait, pourquoi l'hybride est stérile? Parce que
vous avez vu que chaque espèce possède son propre karyotype, c'est-à-dire le nombre de chromosomes n'est pas le même. Donc si par exemple vous prenez une espèce A qui possède 10 chromosomes et une espèce B qui en possède, je vais dire 8, eh bien vous voyez bien que lorsque vous allez réunir les gamètes et faire une cellule œuf de l'hybride, vous ne pouvez plus faire de paire de chromosomes homologues chez l'hybride. Et s'il n'y a pas de paire de chromosomes homologues, la méiose ne peut pas fonctionner correctement pour fabriquer des gamètes et donc que l'hybride soit fertile. Mais il y a des mécanismes qui peuvent permettre de doubler chaque chromosome. C'est-à-dire qu'on a une association de 10 chromosomes plus 8, mais qui ne sont pas homologues, mais il y a un mécanisme complexe que j'expliquerai, enfin pas si complexe, mais en tout cas un mécanisme qui permet un doublement de l'intégralité des chromosomes, et donc du coup je me retrouve avec 18 paires de chromosomes, et à ce moment-là, je peux faire la méiose, et j'ai gagné la fertilité. Une toute dernière question rapidement, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Doit-on connaître par cœur les valeurs d'un diagramme pression-température pour le reproduire à l'écrit? Alors, je crois qu'on est parti en géologie. On est parti en géologie, c'est ça. On est parti, on fait un mais petit détour j'adore la pour finir. géologie, mais non, pas les valeurs par cœur, non, rassurez-vous. J'ai une question sur Twitter que je vous pose parce que ça appelle une réponse relativement courte. Dans le cadre de la reproduction parthénogénétique, peut-il y avoir une évolution génétique, Laurent Châtre? La parthénogenèse, c'est quand il n'y a pas de reproduction sexuée. Oui, je sais. Bah oui, je me doute bien que vous savez. Oui, il peut y avoir une évolution génétique. Le cas classique que je pourrais donner, c'est la levure, je crois. La levure, c'est pas une reproduction sexuée, et pourtant il y a une très grande évolution. Elles s'hybrident aussi. Elles font pas de polyploïdisation, ou alors ça donne des problèmes. Mais oui, c'est possible. Une dernière question, rapidement, très rapidement, parce qu'on arrive au bout de cette émission, là-bas. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-il plus judicieux de faire un plan apparent dans l'exercice de synthèse ou non? Ah, alors, question de méthodologie. Bon, bah, écoutez, vous voyez, le sujet que nous avons pris, il y a en italique écrit « L'exposé doit être structuré avec une introduction et une conclusion ». Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'à partir du moment où on vous demande de structurer avec une intro, une conclusion, voire même des parties, vous devez le faire. C'est le respect de la consigne. Après, si cette consigne n'est pas explicitement mentionnée dans le sujet de bac, le conseil qu'on vous donnera toujours et que vos professeurs vous donnera, c'est que vous devez quand même structurer votre exposé avec des paragraphes bien individualisés. Si on n'attend pas forcément une intro, une conclusion, en tout cas, il faut structurer votre propos. Pensez que les correcteurs doivent pouvoir lire facilement votre copie. Donc de la structure, c'est toujours mieux. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci David Guilherme, merci Laurent Châtre, merci Cyril Laplagne et Laurent Braguet et au terminal S des lycées Notre-Dame-à-Sanois et des lycées Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt d'être venus à cette session de révision de SVST. La suite des révisions, c'est toute cette semaine sur France Culture jusqu'à jeudi. L'histoire, la philo le matin avec Emmanuel Laurentin et Adèle Von Rett, et puis l'économie avec Maëlys Bessery, la littérature avec Mathieu Garrigou-Lagrange et les sciences avec Bibi. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Sarah Higement, Céline Lezen, Étienne, Antoine Beauchamp, Nomina Guetzin, Vulfran, Elisabeth Miro à la réalisation. Un mot pour la suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, c'est le deuxième épisode de LSD, la série documentaire Homme-Animal, une frontière fragile par Michel Alberganti et Manouchak Fachaï. Le grain moudre tout à l'heure à 18h20. Logement vite fait, mal fait, c'est la question qu'Hervé Gardet posera à ses invités. Pour ce qui nous concerne, la suite des révisions demain, on change de matière, on passe à la physique-chimie. Chimie, pour commencer, demain, on va parler de chiralité, de stéréoisométrie. On passera à la physique jeudi pour ondes des particules. Un mot également de remerciements à l'équipe technique, Willy Bardinet, Célia Dufour, Guillaume Ledu, Jean-Benoît Tétu. Voilà, on se retrouve demain pour la suite des révisions scientifiques à 16h jusqu'à preuve du contraire. France Culture, l'esprit d'ouverture.